je m'appelle Julie Mélichard, je travaille avec l'ONG SOS Méditerranée qui affrète l'Aquarius, qui est un navire de recherche et de sauvetage qui, jusqu'à maintenant, opérait au large des côtes libyennes pour venir au secours d'embarcations en détresse. Je travaille avec la partie suisse de l'association, donc SOS Méditerranée Suisse. Ici, je suis responsable de la communication et de la mobilisation citoyenne. Cela inclut beaucoup de choses différentes, notamment les relations avec la presse et la mobilisation de différents groupes de volontaires dans plusieurs villes suisses. Et en parallèle, j'ai passé aussi 2 mois à bord de l'Aquarius pour aider à différentes tâches à bord du navire. Alors, sur le papier, c'est un travail à 80%. En pratique, on n'arrête pas. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus qu'un travail. Ce n'est pas un emploi normal, c'est aussi un engagement, c'est une décision, c'est un choix de vie de mettre la majorité de mon énergie, en tout cas en ce moment, dans ce projet, dans cette association, pour faire en sorte que l'Aquarius puisse continuer à opérer. Donc c'est vrai que ça inclut quelques sacrifices, c'est pas le mot, car il y a aussi énormément de côtés positifs dans ce genre d'engagement, mais ça inclut de faire en sorte que ça soit simplement la majeure partie de ma vie en ce moment. On est dans une situation depuis plusieurs années où il y a des gens qui meurent, qui perdent la vie presque quotidiennement aux portes de l'Europe, en mer Méditerranée. Donc le travail de l'Aquarius, c'est d'aller porter assistance à des personnes qui se trouvent sur des embarcations en détresse, qui ne sont pas du tout faites pour prendre la mer, ni pour y rester aussi longtemps qu'elles le doivent très souvent. Et sans la présence de navires de sauvetage, il y a de grandes chances que ces personnes perdent la vie. L'Aquarius a déjà sauvé près de 30 000 personnes depuis le mois de février 2016. Et pour moi, c'est essentiel de s'engager dans ce genre de cause quand on sait que sans notre navire, ces personnes pourraient tout simplement mourir. Et à titre personnel, je refuse de rester en Suisse les bras croisés et les yeux fermés en sachant qu'il y a des gens qui perdent la vie aux portes de l'Europe. SOS Méditerranée, c'est un projet européen, car nous imaginons que c'est une responsabilité collective de tous les pays qui se trouvent sur le continent européen de ne pas laisser des personnes mourir aux portes de notre continent. Et c'est pour cette raison que SOS Méditerranée Suisse existe aussi, bien que nous n'ayons pas de mer Méditerranée. Et c'est aussi notre responsabilité de nous engager dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer SOS Méditerranée en Suisse également. Pour répondre à la question, la situation a énormément changé maintenant depuis quelques... La situation a énormément changé au cours des derniers mois. Il y a une année, il y avait encore une dizaine de navires qui opéraient en Méditerranée centrale. Et au fil des mois, elles se sont toutes retrouvées devant l'obligation d'arrêter ou à être saisies par les autorités ou bloquées dans divers ports en Europe. C'est donc des efforts de criminalisation de la part des gouvernements européens que nous observons maintenant de manière très évidente depuis plusieurs mois. Cette criminalisation, elle prend différentes formes. Ça peut être d'empêcher des navires d'opérer. C'est le cas de 2 navires et d'un avion qui se trouvent actuellement à Malte, à qui on ne délivre pas d'autorisation pour sortir du port, pour des raisons administratives ou techniques qui n'avaient cependant jamais posé problème jusqu'à maintenant. Il y a d'autres ONG qui font face à des problèmes judiciaires où on leur reproche directement de ne pas avoir suivi la loi durant leurs opérations. Certaines ONG ont décidé d'arrêter d'opérer simplement parce que le contexte devenait beaucoup trop compliqué et dangereux parfois même. Dans notre cas, l'Aquarius est aussi victime de cette criminalisation, évidemment. Au mois de juin, on s'est vu refuser l'entrée au port italien
suite à une décision du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, nouvellement élu à ce moment-là. Ce qui nous a obligés à rester en mer pendant plusieurs jours avant de pouvoir trouver un port qui nous accepte, en l'occurrence Valence, vers lequel l'Italie nous a finalement instruit de nous diriger pour débarquer les personnes à bord. On nous a empêchés d'entrer à Malte au mois de juin également, pour un changement d'équipage et un réapprovisionnement du navire, ce qui nous a obligés à nouveau à partir jusqu'en France, alors que notre présence était nécessaire au large de la Libye. Cela nous empêche de passer du temps sur la zone de sauvetage. Et à ce moment-là, au mois de juin et de juillet, alors qu'aucun navire ne pouvait opérer, il y a plus de 720 personnes qui ont été recensées comme ayant perdu la vie au large de la Libye, et ce ne sont que les personnes recensées. Et on peut imaginer qu'il y en a eu beaucoup d'autres dont personne n'entend parler. En termes de criminalisation, nous avons en ce moment même des problèmes avec nos états du pavillon. Depuis 2 ans et demi, l'Aquarius battait pavillon Gibraltar sans que cela pose le moindre problème. Et puis au mois d'août, on nous a annoncé que ce pavillon allait nous être retiré, ce qui a été fait. Nous avons pu rapidement effectuer les démarches pour obtenir un pavillon panaméen. Donc nous avons passé les 2 premières semaines du mois de septembre à quai pour finaliser toutes les démarches administratives et techniques. Et nous avons repris la mer en étant en accord complet avec les demandes du Panama. Et puis une semaine après être reparti, le Panama nous annonce qu'il allait nous sortir de son registre des navires sous pression italienne qui menaçait le Panama de sanctions économiques ou politiques s'il permettait à l'Aquarius de continuer à naviguer sous son pavillon. Pour nous, c'est extrêmement problématique évidemment, car sans pavillon, il n'est pas possible d'être en mer, il n'est pas possible de naviguer, et donc impossible de continuer à sauver des vies en détresse. Donc on se trouve maintenant dans une situation extrêmement compliquée. Le navire va arriver demain à Marseille si tout va bien, et assez rapidement risque de perdre son pavillon. Nous n'avons même pas les détails de la procédure, nous ne savons pas exactement comment cela va se passer, mais nous sommes conscients qu'il y a de fortes chances que nous ne puissions pas reprendre la mer rapidement avant qu'un État décide et accepte de nous octroyer son pavillon. En ce moment, en Suisse, il y a un processus politique qui est à l'œuvre. Il y a une initiative indépendante de parlementaires nationaux, 4 parlementaires de 4 partis différents, aux couleurs politiques variées, donc du Parti libéral radical, du Parti démocrate chrétien, des Verts et du Parti socialiste, qui ont déposé la semaine dernière une interpellation pour demander au Conseil fédéral d'octroyer à l'Aquarius le pavillon suisse à des fins humanitaires, c'est-à-dire d'utiliser l'article 35 qui permet une exception, qui permet d'octroyer à des navires qui ne seraient pas suisses un pavillon suisse à titre d'exception humanitaire. Donc c'est une des options que nous avons sur la table pour l'instant. C'est celle qui semble la plus sérieuse. Cela serait extrêmement précieux pour nous de pouvoir avoir un pavillon suisse, et cela pourrait continuer à illustrer la tradition humanitaire de la Suisse également, en permettant à l'Aquarius de continuer à opérer. Au-delà de ça, malheureusement, nous avons peu d'options. Pour l'instant, nous sommes en train d'explorer les différentes éventualités, les différents pavillons qui pourraient nous être proposés. Malheureusement, alors que c'est des décisions qui devraient être administratives uniquement, ça devient des cas politiques, et il faut de plus en plus une acceptation des dirigeants politiques pour qu'un pavillon puisse être octroyé, quelque chose qui, comme je le disais, devrait être uniquement une question administrative. Avant même d'avoir des problèmes liés au pavillon, il y a d'autres points extrêmement problématiques auxquels nous faisons face quand nous sommes en mer. Récemment, il y a eu un sauvetage durant lequel à la fin duquel on nous a instruit de transférer les personnes rescapées à bord d'un navire libyen qui ensuite les ramènerait vers la Libye. Nous avons refusé, évidemment, car ce sont des instructions qui sont moralement mais légalement
impensable. Ramener des gens en Libye serait contraire à différents textes de droit international, notamment le droit maritime, le droit des réfugiés, les droits humains, qui stipulent notamment que des personnes ne devraient pas être ramenées vers un lieu où elles peuvent craindre pour leur vie, ce qui est très clairement le cas si les personnes que nous avions secourues avaient été ramenées en Libye. Ce qui est problématique, c'est qu'on nous reproche ensuite de ne pas suivre des instructions qui sont elles-mêmes illégales. Nous nous trouvons donc criminalisés pour respecter la loi et refuser des instructions qui, elles, sont criminelles. Et c'est un point absolument absurde aujourd'hui dans l'évolution des politiques autour de la situation en Méditerranée centrale. Vraiment, nous faisons face à une contradiction entre le droit et les instructions. Nous recevons des instructions contraires au droit et on nous reproche ensuite d'être nous-mêmes des criminels. Alors, le travail de l'Aquarius et des autres ONG de sauvetage comme la nôtre est criminalisé, c'est-à-dire qu'on nous reproche d'effectuer des actions qui seraient illégales, qui seraient contraires au droit et pour lesquelles il faudrait donc nous empêcher d'opérer en estimant que nous ne respectons pas les différentes lois qui régissent le sauvetage en mer et la présence de navires en Méditerranée centrale. Ce qui est en soi faux, en tout cas pour notre cas. L'Aquarius a toujours opéré dans le respect de tous les corps de droit, mais également de toutes les instructions que nous avions reçues. Et ce sauvetage-là en particulier, c'était la première fois où nous refusions les instructions. Nous avions été très clairs quand nous avons repris la mer, en sachant que la coordination des sauvetages revenait maintenant au centre de coordination libyen, suite à son officialisation à la fin du mois de juin. Nous avions été très clairs et nous avions dit « Nous ne ramènerons personne en Libye et nous ne transférerons personne sur des navires libyens pour qu'ils soient ensuite ramenés en Libye, car cela serait illégal. » Et malgré cela, malgré le fait que notre refus était absolument normal et je l'espère aurait dû être espéré de tout le monde, nous sommes criminalisés et on nous reproche d'effectuer des actes illégaux. Et dans ce nouveau monde politique dans lequel beaucoup de choses se passent sur Twitter notamment, nous avons été victimes régulièrement d'attaques de la part de Salvini, de Matteo Salvini, qui directement reproche à l'Aquarius d'actions illégales en ayant refusé de ramener des personnes en Libye. Alors, les équipages de l'Aquarius n'ont pour l'instant pas eu de problèmes légaux. Nous n'avons pas eu de plaintes déposées contre nous à titre personnel, ce qui a été le cas d'autres ONG. Beaucoup d'autres ONG se retrouvent face à des persécutions légales de la part de différents gouvernements. Ce n'est pas notre cas pour l'instant. Nous recevons cependant des menaces de mort à titre personnel, ainsi qu'énormément de messages d'incitation à la haine. Mais il n'y a pas de plainte légale qui a été déposée contre des membres de l'Aquarius à titre individuel. Un crime de solidarité, c'est un concept global qui peut, je pense, s'appliquer à ce dont nous sommes victimes. C'est-à-dire qu'on nous criminalise, on nous empêche d'effectuer une action qui est uniquement humaine et solidaire. On nous reproche d'effectuer une action qui devrait être naturelle, qui devrait être ce que n'importe quel citoyen européen et citoyen du monde serait tenté de faire, qui est de porter assistance à des personnes en détresse, ce qui n'est en soi absolument pas un crime ni un délit. Je pense que les ONG de sauvetage comme la nôtre sont persécutées pour différentes raisons. La première est évidemment car nous permettons à des personnes d'arriver dans un lieu sûr, en l'occurrence la plupart du temps en Europe. Mais je pense que ce qui dérange aussi, c'est qu'on ne veut pas que nous soyons présents en mer pour pouvoir voir ce qu'il s'y passe. L'Europe est très claire, et ce depuis plusieurs années maintenant,
elle se barricade, elle érige des frontières tout autour de son continent pour s'assurer que plus personne ne viendra et ne pourra atteindre son territoire. Et le fait que nous soyons en mer, que l'Aquarius continue de patrouiller, cela permet de sauver des vies, mais cela permet aussi d'être témoin des pratiques d'externalisation des frontières, des pratiques de transfert de responsabilité vers des entités qui ne sont pas aptes au sauvetage, telles que les gardes-côtes libyens. Ça nous permet d'être les témoins de non-assistance parfois, quand les embarcations en détresse se retrouvent en danger sans que personne ne fasse quoi que ce soit en étant pourtant conscient de leur présence. Très concrètement, cela veut dire qu'on laisse des personnes mourir et l'Europe ne veut pas que nous puissions être les témoins de ces crimes qu'elle commet à ses frontières quasiment quotidiennement. Il y a différents éléments assez clairs pour répondre aux accusations auxquelles nous faisons face régulièrement. Les gens que nous sauvons sont des gens qui partent non pas parce que l'Aquarius est là, ils partent parce que ce qu'ils fuient est terrible. Ils fuient un enfer en Libye, on le sait, c'est documenté, mais on l'entend aussi. Parmi les 30 000 personnes qui ont été secourues, les histoires concordent toutes. Ces personnes fuient une détention quasiment systématique où ils sont violés, torturés, forcés au travail, victimes de violences sexuelles. Et au-delà de la Libye, s'ils partent, c'est qu'ils ont des extrêmement bonnes raisons de partir. Donc on accuse les bateaux de sauvetage comme le nôtre d'être la cause des départs, mais en réalité, la cause se trouve bien avant et on le remarque, ces personnes continuent à partir, que les bateaux de sauvetage soient là ou pas. À la fin de l'opération de Mare Nostrum en 2014, qui s'est stoppée sous notamment des pressions européennes qui lui reprochaient de faire appel d'air, il n'y a eu aucune diminution des départs. Les personnes ont continué à quitter les côtes libyennes, même s'il y avait à ce moment-là moins de bateaux de sauvetage présents. On a observé la même chose cette année, au mois de juin et juillet, comme je le disais. Plus de 720 personnes ont perdu la vie, alors qu'il n'y avait aucun navire de secours d'ONG présent. Donc il est évident que si ces personnes partent, ce n'est pas parce que des navires de sauvetage sont présents en Méditerranée et nous ne pouvons donc pas être considérés comme des facteurs créant un appel d'air. Nous n'avons pas de lien avec les passeurs. À aucun moment nous ne sommes en lien avec des passeurs libyens sur les côtes ou à terre. Tout ce que nous faisons, je reprends. À aucun moment nous ne sommes en lien avec les passeurs libyens, qu'ils soient sur des embarcations ou à terre en Libye. Tout ce que nous faisons, tout ce que l'Aquarius fait, c'est sauver des vies en détresse. Et c'est une obligation. Le devoir de porter assistance à personnes en détresse en mer est un des plus vieux principes du droit maritime. C'est un des plus vieux principes du droit maritime et c'est simplement ce que nous faisons. Le nombre de sauvetages effectués, le nombre de personnes à qui nous pouvons porter assistance fluctue grandement et cela dû à différents facteurs. Donc près de 30 personnes ont été sauvées par l'Aquarius depuis le début de ces opérations de sauvetage en février 2016. Mais cette année, nous avons pu porter assistance à beaucoup moins de personnes pour différentes raisons. Les départs diminuent, et ceci car de plus en plus d'embarcations sont interceptées par les gardes-côtes libyens, puis ramenées sur les côtes libyennes pour très souvent soit disparaître, soit retourner en prison où ils se trouvaient déjà auparavant. Donc ce rôle de plus en plus prépondérant des gardes-côtes libyens fait simplement qu'il y a moins de personnes qui arrivent à quitter les côtes libyennes ou à sortir des eaux territoriales du pays qu'ils fuient. Donc le nombre de personnes que l'on peut secourir diminue à cause de cela.
le nombre d'arrivées en Europe diminue également. Par contre, le nombre de personnes bloquées dans les centres de détention en Libye a explosé au cours des derniers mois et le nombre de personnes qui meurent en tentant la traversée explose également. En termes de coordination et de procédure de sauvetage, il y a l'avant-juin 2018 et l'après-juin 2018. Jusqu'au mois de juin cette année, nous étions toujours coordonnés, toutes nos actions étaient coordonnées par les gardes-côtes italiens et qui répondent du centre de coordination des secours basé à Rome, en Italie. Cela veut dire que pendant que nous patrouillons au large de la Libye, donc nous sommes sur une ligne dans les eaux internationales où nous faisons des allers-retours, soit nous repérons directement une embarcation en détresse depuis la passerelle de l'Aquarius. Donc on a nos équipes qui sont toute la journée en train d'observer l'horizon avec des jumelles pour tenter de repérer les embarcations en détresse. Si c'est le cas, nous informons l'autorité de coordination et puis nous procédons au sauvetage avec leur accord. Mais il y a aussi des cas réguliers où, jusqu'au mois de juin, c'était les autorités italiennes qui nous instruisaient de nous rendre sur une position en détresse qui avait été signalée aux autorités italiennes par différentes manières. Ça pouvait être un navire marchand qui passait à côté, qui observait ce navire et qui ensuite en informait le centre de coordination italien. Donc c'était les différentes manières dont nous pouvions être alertés d'embarcations en détresse. Cela change maintenant, étant donné que la zone dans laquelle nous opérons est passée sous responsabilité libyenne à la fin du mois de juin. Cela veut dire que, en théorie, ce serait aux Libyens de nous alerter si des embarcations sont en détresse. Malheureusement, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure ils le font. C'est difficile de savoir comment les Libyens opèrent. Ils ne sont pas réguliers dans leur façon d'opérer. Donc c'est arrivé le mois dernier qu'ils nous instruisent de nous rendre sur une zone de détresse en nous informant qu'il y avait une embarcation en détresse. Mais ce n'est pas systématique, et beaucoup moins qu'avec les gardes-côtes italiens. Et encore souvent, les embarcations que nous avons trouvées ces dernières semaines ont été repérées depuis la passerelle de l'Aquarius. Une fois qu'une embarcation en détresse nous est signalée ou que nous la repérons, tout se passe relativement vite. Une fois que nous sommes à la distance idéale de l'embarcation en détresse, nous mettons à l'eau nos canots de sauvetage, une fois que les sauveteurs de SOS Méditerranée sont prêts. Et puis il y a ce qu'on appelle la première approche de l'embarcation en détresse. C'est un moment délicat. Il faut s'assurer qu'aucun mouvement de panique ne soit créé sur l'embarcation. Ce sont des embarcations très fragiles, pas du tout faites pour être en mer pendant si longtemps, ni avec autant de personnes à bord. Et donc, s'il y a un mouvement quelconque à bord du navire, à bord de l'embarcation en détresse, au moment où nous l'approchons, il y a un risque qu'elle se brise en deux, ou qu'elle prenne l'eau et que les personnes se noient. C'est ce qui est arrivé aussi récemment qu'au mois de juin. Donc la première approche doit être extrêmement bien effectuée. On leur explique directement que nous sommes là pour les amener en sécurité, que nous n'allons pas les intercepter, que nous n'allons pas les ramener en Libye, car beaucoup des personnes qui sont sur les embarcations en détresse ont passé des mois, voire des années en détention en Libye, sont absolument traumatisés et très inquiets à l'idée qu'on les renvoie vers la Libye. Donc une fois que cette première approche est effectuée, qu'ils comprennent que nous sommes là pour leur porter secours, une première évaluation est faite pour voir quel est l'état du navire, s'il y a des personnes en très mauvaises conditions physiques sur les embarcations en détresse. Nous avons toujours un ou une médecin ou infirmier de Médecins sans frontières, notre partenaire médical à bord, qui se trouve sur les canots de sauvetage avec nous. Et donc s'il y a des personnes qui ont besoin de soins médicaux urgemment, ils peuvent être prodigués à bord du canot de sauvetage directement. C'est ce qui s'est passé au mois de juin, quand l'embarcation s'était brisée en deux. 40 personnes se trouvaient à l'eau, ils étaient en train de se noyer, en train de mourir, ils avaient de l'eau dans les poumons. Et des personnes ont pu être sauvées car des massages cardiaques ont été effectués en mer directement
sur les canaux de sauvetage, soit avec les cas médicaux les plus critiques pour commencer, pour qu'ils puissent recevoir des soins le plus rapidement possible, et puis avec les femmes et les enfants, et ensuite les hommes. Et les canaux de sauvetage font les allers-retours vers l'Aquarius jusqu'à ce que toute l'embarcation puisse être évacuée. Et les personnes se retrouvent ensuite à bord du navire et à ce moment-là, ils sont pris en charge par Médecins sans frontières, qui est notre partenaire médical à bord de l'Aquarius, qui leur explique où ils se trouvent, qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qu'il va se passer. On avait l'habitude de leur dire « nous arriverons très prochainement en Italie ». Aujourd'hui, c'est plus complexe. Nous leur disons que nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, mais nous leur assurons qu'ils seront amenés en sécurité. Et puis ensuite, la vie à bord commence. Il y a des distributions de nourriture plusieurs fois par jour, des distributions de thé également. Et la vie à bord s'organise. S'il le faut, certains habits peuvent être nettoyés. Suivant le nombre de personnes, ils peuvent se doucher. Ils reçoivent des habits propres, ils reçoivent de la nourriture d'urgence. Et puis la vie s'organise. On passe du temps avec eux à bord, on échange, on joue avec les enfants parfois, on discute avec les adultes, jusqu'au moment où ils sont débarqués dans un port sûr. Donc à bord de l'Aquarius, il y a 3 équipes. Il y a l'équipe maritime, donc les marins, qui vont du capitaine du bateau, qui est en charge de la navigation, de ses officiers. Il y a des ingénieurs, il y a des cuisiniers. Ensuite, la deuxième équipe, c'est celle de Médecins sans frontières, donc qui fournissent les soins médicaux à bord du navire. Et puis, il y a les marins sauveteurs de SOS Méditerranée, qui sont eux en charge du sauvetage à proprement parler, qui conduisent les petits canaux de sauvetage que nous avons, les 3 canaux de sauvetage, et qui effectuent les sauvetages à proprement parler. Les personnes qui fuient la Libye le font sur des embarcations de fortune qui ne sont pas du tout faites pour être en mer pendant si longtemps. Il y en a différents types. Parfois, ces embarcations sont en bois, à 2 étages, donc c'est extrêmement dangereux. Il y a des gens qui sont dans la cale du navire pendant parfois des jours. La majorité des embarcations sont des embarcations pneumatiques. Donc c'est concrètement de boudins autour de quelques planches de bois avec un moteur qui n'a pas suffisamment d'essence pour atteindre n'importe quelle terre et qui est absolument surchargé. Et c'est donc impossible dans ces conditions d'atteindre un lieu sûr à bord de telle embarcation. Donc très souvent, les moteurs s'arrêtent à quelques kilomètres des côtes libyennes déjà. Parfois, elles prennent l'eau. C'est un des plus grands risques que ces personnes encourent, car l'embarcation peut prendre l'eau ou se retourner s'il y a trop de personnes à bord. C'est donc extrêmement, extrêmement dangereux. Et c'est simplement un sort de raccourci vers la mort de tenter de fuir à bord de telle embarcation. Un autre problème auquel nous faisons face depuis le mois de juin maintenant, c'est celui de trouver un lieu sûr où les personnes rescapées, les personnes que nous avons sauvées et qui se trouvent à bord de l'Aquarius, peuvent être débarquées le plus rapidement possible. Les ports italiens nous ont été fermés depuis le début du mois de juin. Nous n'avons donc plus la possibilité d'aller y débarquer les personnes rescapées, ce que nous faisions jusqu'à maintenant. Lors des derniers sauvetages, nous avons pu débarquer les personnes une fois à Valence, en Espagne, ce qui n'est absolument pas pratique, car il s'agit de plus de 4 jours de navigation pour y aller, puis entre 4 et 5 jours pour revenir jusqu'à la zone de sauvetage. Donc c'est plus d'1 semaine durant laquelle nous ne pouvons pas être en mer pour sauver des vies. Suite à Valence, nous avons pu débarquer 2 fois à Malte, à condition qu'il y ait eu un accord de répartition au niveau européen, que différents pays acceptent de manière solidaire de se répartir les différentes personnes qui avaient été secourues à bord de l'Aquarius. C'est une solution que je salue évidemment. Nous avons besoin d'un système solidaire de répartition au niveau européen des personnes qui sont sauvées en mer.
Et c'est donc un signe positif de voir que ce genre de système est en train de se mettre en place. Cependant, ce qui reste problématique, c'est que cela se fait de manière ad hoc. Cela se fait après avoir passé plusieurs jours coincés en mer avec des personnes à bord, pendant lesquelles des négociations ont lieu au niveau européen. Et il faudrait qu'un système puisse être mis en place, non seulement un système coordonné et durable de sauvetage en mer Méditerranée, mais également un système de débarquement prévisible qui nous permettrait de débarquer les personnes dans le port le plus proche de la zone de sauvetage, le port sûr le plus proche de la zone de sauvetage, et puis ensuite que ces personnes soient réparties de manière solidaire entre les différents États européens. La première fois que j'ai mis un pied sur l'Aquarius, j'ai trouvé absolument fou de penser que près de 30 000 personnes n'étaient pas mortes car ce bateau avait été présent. D'imaginer que près de 30 000 personnes avaient passé un jour ou plusieurs sur le pont de l'Aquarius et que ces personnes avaient pu, grâce à cela, être amenées en sécurité et ne pas perdre la vie. C'est un sentiment assez fort et assez fou. Ensuite, de manière générale, se retrouver en mer pendant des semaines sans voir la terre, c'est une expérience très spéciale aussi, très, très intense. On vit une certaine tension à bord, évidemment, car on se trouve au large de la Libye. Nous opérons dans une incertitude quasiment complète, on ne sait jamais ce qui va arriver, ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Mais il y a aussi des moments de joie absolument fous, des moments de partage humain avec les personnes rescapées. Une fois qu'elles sont à bord, on vit des moments d'échange très simples avec des personnes à un niveau humain, très simplement. On échange sur nos vies respectives, on se raconte nos parcours, on partage un thé, on partage une danse ou un chant. Et ce sont des moments de vie très simples qui marquent, en tout cas moi qui m'ont beaucoup marqué, et qui m'obligent à penser à ces personnes en tant qu'êtres humains, qui devraient être nos égaux, qui ne sont pas traités comme nos égaux, car leur dignité, leur humanité, leurs droits ne sont pas respectés. Mais quand on les rencontre de manière naturelle, simplement dans un face-à-face humain, il n'y a plus de question et c'est une évidence qu'il faut continuer à leur porter secours. Nous vivons aujourd'hui une situation dans laquelle les dirigeants européens se bornent à avoir une vision à très court terme de la situation, en pensant qu'ils vont pouvoir, en érigeant des frontières, en les externalisant et puis en empêchant les navires de sauvetage d'opérer, qu'ils vont avec cela réussir à empêcher la migration. Mais c'est absolument aberrant de penser qu'un phénomène aussi naturel que la migration peut être stoppé avec ce genre d'outils. La migration est un phénomène historique grâce auquel l'être humain a évolué, s'est développé, a découvert différentes parties du monde. C'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter avec la montée des inégalités globales, avec le changement démographique, avec le changement climatique, le réchauffement de la planète. De plus en plus de personnes vont être forcées de quitter leur lieu de vie et de prendre les routes de la migration. Et c'est donc une vision à très court terme que d'imaginer que nous allons pouvoir fermer nos frontières, nous barricader et empêcher les gens de se déplacer. La seule chose que ce genre de politique crée, ce sont des morts, ce sont plus de vies perdues. Et c'est se battre contre un phénomène qui ne peut être arrêté car il est naturel et il n'a pas vocation à affaiblir dans les années et les siècles à venir. Donc il faut commencer par comprendre cela, je pense. Comprendre que
La migration n'est pas un problème, ce n'est pas une exception, c'est la norme de se déplacer. Nous nous déplaçons tous pour différentes raisons, donc il faut commencer par comprendre la normalité du phénomène, comprendre que ce n'est pas l'exception, l'accepter et réfléchir à un modèle de société qui prendra en compte ce genre de paramètres. Il faut aussi simplement développer des sentiments qui sont normalement relativement naturels, qui sont ceux de l'empathie, de la solidarité et avoir des réflexes humains face à des situations qui sont des tragédies humaines. Je pense que c'est quelque chose qui risque de se retrouver dans les livres d'histoire, de se dire que dans les années 2000, nous avons laissé des gens mourir alors que nous avions les moyens de leur porter secours. Il est absolument nécessaire aujourd'hui que l'Europe, dans son ensemble, que les citoyens européens, que les gouvernements européens fassent preuve de plus de solidarité et de plus d'humanité quand il s'agit de vie, de dignité et de droits humains.